Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme Ilou Neshama de Shalom Ben Esther Fitoussi Zochron Levracha. Il y a une loi qui est là, c'est méconnu, il semblerait, mais elle est marquée noir sur blanc dans la Mishnah, plus précisément dans la Gemara, un chapitre entier dans la Gemara, qui a une interdiction de faire des melachot, de faire des travaux. On va voir quel type de travaux. La veille de Pessah. C'est pas encore Yom Tov, c'est la veille de Pessah. On va dire par exemple ce Pessah, ça tombe mercredi soir. Donc tout le mercredi, il est interdit de faire des melachot. Attends, il y a une marloquette. C'est une coutume, une coutume vieille d'il y a 2000 ans déjà. En ce qui concerne le matin. Est-ce que le matin, on fait des melachot, oui ou non? Ça dépend de la coutume. Dès Chatzot, c'est-à-dire dès midi juif, aujourd'hui c'est environ 11h30 du matin, là tout le monde est d'accord que c'est interdit de faire des melachot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait chaque juif devait amener le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Et si on n'amenait pas, et qu'on pouvait l'amener, alors on était sanctionné par le karet, c'est une chose très très... Il y a deux mitzvot positives de la Torah que si on ne les fait pas, on est sanctionné par le karet, c'est la Brit Milah et le Korban Pessah. Donc chaque juif venait ici à Jérusalem pour amener son sacrifice pascal, le Korban Pessah. Et vu que quelqu'un qui amène un sacrifice, pour lui c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête, il n'a pas le droit de faire de Melacha. Avant Chatzot, avant midi, durant la matinée, ce n'est pas la période du Korban Pessah. Donc ça dépendra de la coutume, si oui ou non, il y a une coutume de faire des Melachot, oui ou non. Mais dès Chatzot, donc dès 11h30 ici environ, interdiction de faire des Melachot. De quel Melacha on parle? De quelle sorte de travaux on parle? Une Melacha Gmoura, un travail total. Ça veut dire, par exemple, un menuisier, il construit des armoires, des tables, un forgeron, quelqu'un qui écrit maintenant, je ne sais pas moi, il fait de la traduction de livres. Tous les travaux qui sont une chose qu'on fait dans la matière sont interdits, du moment que c'est une chose qui est spéciale, une chose qui est un métier spécial. C'est une chose que n'importe qui peut faire, c'est pas interdit. On verra plus en détail qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Néanmoins, on va dire ici à Jérusalem, la coutume est qu'on fait des melachot le matin. L'après-midi, on ne fait pas. Je ne sais pas quelle est la coutume en France, je pense que c'est à peu près la même chose. Néanmoins, même ceux qui permettent de faire des melachot le matin, c'est à condition que ce sont des melachot qu'on a commencé déjà avant. On est le 14. La veille de Pessah, c'est le 14. Ça a commencé avant. J'ai commencé à construire une table avant, je suis menuisier. Alors je peux continuer le 14 au matin. Mais je ne peux pas commencer à me lever le 14 au matin et dire « Ah, aujourd'hui, je commençais à faire une table. » Ça, c'est interdit. Il n'y a que 3 melachot qui seront autorisés à faire, à commencer le matin même. C'est se couper les cheveux, c'est tout ce qui est couture et lessive. Ces 3 choses-là, on peut les commencer même le matin même. Les autres melachot, que si on a commencé auparavant, on pourra le continuer. Sinon, on ne pourra pas les commencer. Il est conseillé aussi au niveau de se couper les cheveux, si possible quand même laisser ça pour avant. Faire cela la veille ou l'avant-veille, pas le 14 au matin. Mais si quelqu'un n'a pas pu se couper avant, il peut se couper les cheveux sans problème le 14 au matin. On verra même qu'en cas de force majeure, s'il ne les a pas coupés déjà, et Chatzot est arrivé, c'est déjà 11h30, donc le midi, la moitié de la journée, là il pourra se couper. Comment? Il ne sera pas coupé les cheveux par un juif, ou il se coupe lui-même les cheveux, ou par un non-juif. Mais faire couper par un juif, ça on ne pourra pas. C'est déjà trop tard. Oui. Et la cuisine? Alors la cuisine, on va voir maintenant les choses qui sont permises à faire. Tout ce qui est permis à faire en Chol HaMoed est permis. On verra ultérieurement avec l'aide de Dieu, Bli Nader, que Chol HaMoed, d'accord, c'est de la Torah, il est interdit de faire certains travaux à Chol HaMoed. La période de l'après-midi de la veille de Pessah, elle est moins grave que Chol HaMoed. Elle est entre deux. Donc tout ce qui est permis pour Chol HaMoed, à plus forte raison sera permis la veille de Pessah. Donc tout ce qui est en Chol HaMoed, tout ce qui est pour la fête, c'est permis. J'ai besoin maintenant de cuisiner. Je cuisine, d'allumer la lumière, j'allume la lumière. Il n'y a aucun problème, ce sont des choses qui sont faites pour le Moed, du moment où ce sont ce qu'on appelle un Maaseh Hediot, une action simple. Hediot, c'est pas un idiot, ils ont traduit ça en français, idiot. Hediot, c'est simple, d'accord?
à exclure une action qui est massé ouman, spéciale. Un truc spécial où il faut déjà être professionnel de la chose, ça sera interdit. Sera permis tout ce qui comporte une perte financière. Même une action professionnelle, si je ne la fais pas maintenant, il y a une perte. Je ne sais pas moi, je sais pas, ton ordinateur maintenant il est en train de si maintenant il y a un problème dans l'ordinateur, il faut appeler un spécialiste maintenant qui répare ça. Sinon maintenant tu auras une perte, pas un manque à gagner. Tu avais une affaire, si maintenant tu ne répares pas, tu vas perdre l'affaire. Ça tu ne répares pas, tant pis pour l'affaire. Si tu vas perdre de l'argent, il y a une nuance ici, il faut bien être très vigilant entre il y a un manque à gagner, il y a une perte. S'il y a une perte financière, il permet de transgresser le moed, plus forte raison, donc la veille de Pessah, on pourra faire une melacha. C'est le matin ça ou l'après-midi aussi? Tout ça c'est l'après-midi. L'après-midi. Et la lessive, il faut qu'elle soit commencée ou terminée avant Khatsot? Lessive, on peut commencer, non, il faut la terminer avant Khatsot. Terminée avant Khatsot. Oui, absolument. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Un ouvrier qui n'a pas de quoi manger, de quoi avoir pour la fête de Seder, il peut travailler même après Khatsot, il n'y a aucun problème. Faire du business, avoir un magasin, vendre des habits, vendre des mobiles, vendre des je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème, c'est pas une melacha, c'est pas un massé professionnel, bien qu'il faut savoir être un bon vendeur, d'accord, mais c'est pas une melacha, c'est pas technique, d'accord, pas technique avec les mains. Repasser, c'est considéré comme massé hédiot, comme une action simple, on peut repasser, même pendant le Moël, c'est permis de repasser. On avait vu se couper les cheveux, c'est interdit. Se couper la barbe, c'est permis. Parce que moi, je ne vais pas me couper les cheveux, je vais chez un coiffeur. Mais la barbe, je prends des ciseaux, et bien que ça soit un peu tordu des fois, mais d'accord, c'est une chose que, plus ou moins simplement, on peut arriver à faire. Pour autre raison, quelqu'un qui se rase, il n'y a aucun problème, il ne va pas chez le coiffeur pour se raser. D'accord, il sera chez soi à la maison, c'est un massé idiot, c'est une action simple. C'est le matin? Tout cela, c'est l'après-midi. D'accord? Le matin, tout est permis, du moment qu'on a commencé déjà avant. Et il y aura 3 mélachot qu'on pourra même commencer aujourd'hui, c'est couture, lessive et coiffeur. Si, donc, maintenant, coudre, on n'a pas le droit l'après-midi. Maintenant, tout à coup, je vois que dans mon costume pour la fête, ce soir, tac, il y a une poche qui est déchirée, il y a un ourlet qui s'est défait, il n'y a aucun problème, un bouton qui manque, ça, c'est idiot. On peut demander à ta femme, hop, ça va, il n'y a aucun problème à coudre, à réparer un habit de façon... t'es pas en train de créer un habit, mais tu es en train de réparer un habit, d'autant plus que c'est pour la fête, il n'y a aucun problème. Pourquoi la lessive, pardon, c'est pas un truc, il faut pas être artiste? Écoute, la vérité, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas être artiste pour faire la lessive. À l'époque, la lessive, c'était une journée entière. Pas au niveau de la professionnalité de la chose, mais au niveau de l'effort fourni. C'était un effort considérable. Vu que c'est interdit, l'interdit continue encore aujourd'hui. Se couper les ongles, c'est permis, après Khatsot. Se cirer les chaussures, c'est permis, après Khatsot. Écrire des chidushim de Torah. Tu écris maintenant des chidushim pour la gala de Pessah, tu as tout d'un coup une compréhension dans la Gemara, tout ça tu veux écrire, il n'y a aucun problème de l'écrire après Khatsot. Idem, prendre des photos. Tu as toute la famille qui vient pour le Seder, chacun est habillé avec les beaux habits qu'on vient d'acheter pour la fête, hop, on prend la photo familiale, il n'y a aucun problème de prendre des photos avant la fête, donc dans cet après-midi de la veille de Pessah. C'est bon? Je crois que j'ai tout dit là-dessus. On avance. Il est interdit. La Gemara dans Yerushalmi dit comme ça, que celui qui mange de la matzah la veille de Pessah, c'est comme s'il a une relation avec sa fiancée alors qu'elle est encore dans la maison de son beau-père. Ce qui est dommage, on attend le mariage normalement. Ce soir c'est le mariage, on mange la matzah, et toi, hop, tu as mangé la matzah la veille de Pessah. La vraie raison, c'est qu'on veut que ce soit une nouveauté. On peut manger de la matzah tous les jours auparavant, mais la veille de Pessah, on ne peut pas. Quand commence la veille? Le Rav Yosef lui dit, elle commence le matin. Le Ben Ishraï, d'autres rabbanim disent que ça commence déjà le soir même de l'abdika, le 14 au soir. Donc, les 24 heures avant le soir de Pessah. Donc, chacun fera d'après son minhag, d'après son rav, ne mangera pas de la matzah. On parle de matzah avec laquelle on est rendu quitte le soir de Pessah. Une matzah à laquelle on n'est pas rendu quitte. Donc, c'est la matzah ashira. C'est quoi matzah ashira? Qui n'est pas faite avec de l'eau, elle est faite avec du vin, mais sans eau, du vrai vin sans eau, avec du jus de fruits, qui n'y a pas une goutte d'eau dedans,
alors elle n'est pas valable pour le soir de Pessah, donc on peut en manger la veille de Pessah. De même, de la matzah qui était cuite dans de l'eau, elle perd son statut de matzah, et tu veux maintenant prendre de la matzah cuite et faire une omelette avec, c'est permis, il n'y a pas de problème, la veille de Pessah. Par contre, si c'est frit n'est pas considéré comme cuit, pour une raison, si c'est pas frit, simplement ça a été broyé, on a fait de la farine de matzah, ce qu'il appelle, kemach matzah, farine de matzah, et après on a pris du miel, on a pris du sucre, on a pris je sais pas quoi, on a fait un gâteau, d'accord? Et on a recuit, on a cuit au four, sans eau, on a cuit au four maintenant un gâteau fait de farine de matzah. Vu qu'on est rendu quitte le soir de Pessah, même avec de la matzah qui est broyée, un vieux qui ne peut pas manger, on peut lui broyer de la matzah, il la mange, c'est valable. Bon là maintenant, qu'est-ce que tu as broyé et tu as mis un peu de miel dessus? Ok, prendre un peu de miel avec la matzah, c'est aussi valable, d'accord? Ça n'enlève pas le nom de matzah de ce qu'il y a ici. Donc, chaque fois qu'on aura de la matzah, même broyée, même mélangée à autre chose, tant que ça n'a pas été cuit dans de l'eau, il est interdit de la manger toute la veille de Pessah. Excusez-moi, pour être sûr, la matzah carrée toute fine, là, on a le droit ou pas? Matzah carrée toute fine, c'est une matzah. De quoi tu parles? Bah, on a le droit ou pas alors? Non, On n'a pas le droit. c'est de la matzah. Et le midi, comme on n'a pas le droit de manger à partir de 10h30 du pain, il y en a qui le midi ne peuvent pas sans pain, sans matzah, sans truc. Alors ils peuvent rien manger. Alors ils peuvent ou bien ils mangeront du riz, ce qui ressemble un peu, ou comme je dis, de la matzah ashira, qui a été faite, qui a été cuite, qui a été pétrie sans eau du tout, mais attention, c'est très rare, c'est un truc qui presque n'existe pas, et très souvent c'est du chametz, donc mieux vaut éviter. En deux mots, on déconseille. La vraie bonne solution, prendre de la matzah, la faire cuire dans de l'eau, et après faire avec ce qu'on veut. Une omelette, une pizza, tu sais ce que tu veux, d'accord, avec ta matzah cuite. Ça, c'est la bonne solution. Il est marqué qu'on doit manger la matzah le soir de Pessah, donc la matzah de l'Agada, Beteavon, avec appétit. C'est pour cela que dès la 10e heure de la journée, même de la matzah cuite, même de la matzah ashira, on ne mangera plus. 10e heure de la journée, ça fait environ, ici en Israël, c'est environ 3h moins quart de l'après-midi, c'est environ 3 heures avant le coucher du soleil. On mange plus rien du tout. On mange, mais on ne mange pas tout ce qui est matzah. On peut manger du riz et des fruits, mais pas beaucoup. Alors Benson, il dit 30 grammes. C'est vraiment très peu. Du vin, même peu, on ne peut pas. La Gemara, elle dit que beaucoup de vin, ça ouvre l'appétit. Peu de vin, ça bouche l'appétit. Bien qu'on mangera la matzah vers que 11h du soir, après qu'on ait lu la Gada pendant 2 heures et qu'on est tous affamés, on doit être affamé. Donc, si quelqu'un veut manger, il fait attention de manger avant le début de la 10e heure de la journée. Ça veut dire aux 3 quarts de la journée. Le dernier quart, donc 3 heures avant le lever, avant la tombée de la nuit, le lever des étoiles, 3 heures avant, il ne peut plus manger beaucoup, quoi que ce soit. Ok. Les fils aînés jeûnent la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que la nuit de Pessah à minuit, en Égypte, tous les aînés ont été tués, tous les aînés non juifs. Les juifs ont été sauvés en souvenir de ce miracle, en reconnaissance à Dieu de ce miracle, qu'on aurait dû normalement mourir et on a quand même survécu. On jeûne ce jour-là. Peu importe si on est aîné de mère ou aîné de père. Ça veut dire, la mère, elle était mariée avec un homme déjà, elle a eu déjà 10 enfants, elle s'est mariée avec un nouveau monsieur, et le monsieur, c'est son premier fils, d'accord? Elle, c'est son 11e fils, mais elle, c'est son premier, alors il est considéré comme aîné. Et idem, à l'envers. Que tu sois aîné de père ou aîné de mère, tu jeûnes. Est-ce que les femmes jeûnent? Le minhag, la coutume est que les femmes ne jeûnent pas. On n'est pas aîné si la mère a eu une fausse couche. Si la mère a une fausse couche, après 40 jours de la conception, on n'est pas considéré comme fils aîné. Si c'est avant 40 jours de la conception, on est considéré comme fils aîné. Les femmes, comme je dis, la coutume est qu'elles ne jeûnent pas, les femmes aînées, mais néanmoins il y a certaines femmes qui ont la coutume, on leur permettra d'arrêter de jeûner par la combine qui est actuelle, mais la coutume générale qui est aujourd'hui est la suivante. Vu que le soir, on mange que très tard, et qu'on est en pleine forme, déjà qu'on est très fatigué des 12 jours de travaux avant Pessah, et on mange très tard, si on jeûne durant toute la journée, on risque de rater les grandes mitzvot du soir
du Seder qui sont énormes, 64 mitzvot, beaucoup de mitzvot de la Torah. Et il y a une grande mitzvah de boire 4 verres de vin. Et c'est une mitzvah de boire avec du vrai vin, si possible, pas avec du jus de raisin. Alors tu es à jeun et tu bois, et c'est bien de le boire d'un coup, et tout le verre. Donc tu bois un verre, gloops, comme ça, à jeun. Après tu dois parler pendant 2 heures la Haggadah. Après reprendre un verre à jeun. Après tu dois manger la matzah et tout ça. Tu n'es même plus dans ce monde, tu es déjà parti loin, loin, loin. Donc vu qu'aujourd'hui, la réalité est que nous sommes extrêmement faibles, alors il y a une coutume qui permet, vu que c'est une coutume de jeûner pour les aînés, ce n'est pas une loi, c'est une coutume, alors peut venir une coutume et autoriser une autre coutume. Que on va, si possible, celui qui peut, il est un fils aîné, il finit un traité de la Gemara, fait un Siyum Masechet, ou s'il y a un autre repas, alors à cette époque, à cette occasion, lorsqu'on finit un traité, on fait une Seudat Mitzvah, on fait un repas de fête, on ne jeûne pas, et là, donc on peut manger et casser le jeûne. Si possible, celui qui sait étudier finira lui-même un traité de Gemara. Celui qui ne sait pas étudier, alors à la synagogue, à la fin de chaque minyan, il y a normalement beaucoup de fils aînés, ou un au moins qui est là, qui lui-même a terminé un traité de Gemara, et celui qui écoute cela, en comprenant de quoi il s'agit, c'est pas tralala, alors celui, si c'est en France par exemple, qu'il soit au moins gentil d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il est en train de dire. Pas qu'il ait 3 mots à la queue leu, et il fait un kaddish, tralala, et tout le monde se met à manger. Non, il faut que tu sois mishtatef, il faut que tu participes au Siyum Masechet, à l'achèvement du traité du Talmud, en écoutant, en comprenant ce qu'il y a, et après il faut surtout manger. C'est un grand danger. Pourquoi? Parce que d'habitude, on fait ça à la synagogue, c'est déjà propre de Hametz. Alors le type, il amène une petite bouteille, il amène quelques petits gâteaux qui ne sont même pas faits avec du Hametz, qui sont faits avec des noix de coco ou des gâteaux d'amandes, et c'est pas valable. Il faut que ce soit une seouda. Seouda, il faut que ce soit de la farine, donc il faut ou des mésonotes, du Hametz, ou des mésonotes qui sont faits avec de la matzah qui a été cuite, comme j'ai expliqué auparavant, parce qu'on ne peut pas manger de la matzah qui n'est pas cuite, ou bien du vin, mais il faut boire 86 ml d'un coup, ou en cas de force majeure, il n'y a rien de tout ça, au moins des dattes. La Gemara a dit que les dattes, ça nourrit. Alors manger kazaït 28 ml de dattes. Mais si quelqu'un, il écoute le traité, et après il prend un petit biscuit aux amandes et il le mange, ça vaut rien du tout. Il faut participer au repas d'achèvement de traité. Si on a la chance de participer à un autre repas de fête, tel qu'il y a une Brit Mila, il y a un Sheva Brachot, il y a Pidyon Bechor, un aîné après 30 jours qu'on doit racheter au Kohen, ça tombe ce jour-là et tu peux participer à ce repas-là, alors ça t'enlève l'obligation de jeûner ce jour-là. Les femmes, comme j'ai expliqué, qui n'ont pas l'habitude de jeûner, s'il y en a qui ont l'habitude, alors elles ne doivent même pas venir elles-mêmes, le mari ou quelqu'un l'amènera un peu de la nourriture de ce repas de fête, de ce repas de mitzvah, et en mangeant cela, elle peut casser le jeûne. Idem. Quelqu'un, un père qui n'est pas aîné, mais il a un fils aîné. Le fils a moins de 13 ans, il ne doit pas jeûner le fils. Mais il est bien que le père jeûne pour son fils. Mais vu que déjà, c'est une moindre obligation pour le père de jeûner, donc il suffira, de façon tout à fait autorisée, on lui permettra d'aller participer, comme je dis, à un repas de mitzvah, et il en mangera un peu. Si le père est aîné, et son fils est aîné, alors il reste la mère. La mère pourra jeûner pour son fils. Mais là aussi, vu que les femmes ne jeûnent pas, donc on l'amènera un peu à manger du repas de mitzvah, et comme ça, elle rendra quitte le jeûne de son fils. Si le père et le fils sont aînés, alors il n'y a plus rien à faire. D'accord? Parce que le cas chez moi à la maison. Pardon? Le père, le fils et la mère. Ouais. Voilà. Ah, donc c'est le seul cas où on peut garder du Hametz après Non. Tout cela, on parle maintenant, on va à la prière le matin, Shachrit. À 10h30, il faut brûler son Hametz. Tu t'es levé déjà à 7h du matin parce que tu as une journée qui est très grande. Tu t'es levé, tu as fini de prier à 7h du matin. Tu as encore 3h30 avant. Et hop, tu manges, tu fais ton repas, tralala, tralala. Voilà. Avec ce repas, c'est le seul repas qu'on peut prendre ou bien, étant donné qu'on a déjà commencé, alors toute la journée on pourra manger? Non, tu peux manger. Dès que tu as cassé le jeûne, tu peux manger tant que tu veux. Et mange. Parce que dès la 10e heure du jour, donc dès 3h de l'après-midi, tu ne peux plus manger beaucoup et tu mangeras que très tard. Et tu dois boire le vin à jeun, mon cher ami. Si possible, un bon verre de vin, comme on verra cela ultérieurement. Donc il faut être en forme. Tov, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant la veille de Pessah? Vient déjà l'après-midi.
Mais là, on n'a plus à faire. Manger, il ne reste plus grand-chose à manger. On se prépare maintenant pour la fête de Pessah. Le mikvé, c'est nécessaire, si possible. Les habits, on met des habits plus beaux à Yom Tov que les habits de Shabbat. Oui. On prépare ces sièges pour la table, pour le seder. Il faut préparer la kehara, choisir les matzot, prendre des modes. Si on prend des matzot, comme on verra, c'est bien de prendre des matzot. Il faut prendre des matzot. Il y a des matzot faits à la main. Alors, voir qu'elles sont bien, qu'il n'y a pas de fissures, qu'elles sont bien, qu'elles sont complètes, qu'elles ne sont pas cassées, lesquelles on prend, celles qu'on va couper en deux, qu'on voit bien, qu'on puisse la couper, etc. Préparer la table, c'est très important, voir qu'il ne manque rien du tout, toujours qu'on oublie quelque chose, tout préparer. Attention dans les préparations, il est interdit, c'est une halakha de Shulchan Aruch, il est interdit de dire, cette viande-là est pour Pessah. T'as acheté la viande pour Pessah? Qu'est-ce qu'on prend? Quelle viande on achète pour Pessah? Pessah signifie le sacrifice pascal, Korban Pessah. Or, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire un sacrifice à l'extérieur du temple. Quelqu'un qui prend maintenant un animal, il dit ça c'est un sacrifice pascal, et il égorge hors du temple, et il a transgressé interdit qui est sanctionné par le karet, comme manger du pain à Pessah ou comme manger à Yom Kippour, interdit de karet. Donc pour pas qu'on semble être comme si on voulait maintenant sanctifier un animal pour le sacrifier, il ne faut pas dire cette viande est pour Pessah, parce qu'on peut comprendre, tu as de la viande de Pessah, du sacrifice de pascal, donc tu as sacrifié un animal à l'extérieur. Idem, sur la kehara, le grand plat du soir du Seder, on a en haut à droite, on a le zroa. Le zroa, c'est l'os du bras, de l'avant-bras d'un agneau, qu'on doit rôtir, il doit être rôti, d'accord? Rôti au feu, au grill. Il ne faut pas dire, est-ce que vous avez déjà rôti le zroa du Pessah? Parce que le zroa pour Pessah. Pour Pessah, c'est-à-dire, on parle maintenant, parce que le Korban Pessah, sacrifice pascal, il était rôti. Donc, les gens peuvent comprendre que tu parles maintenant de sacrifice pascal, c'est interdit. Et il est bien de ne pas dire même, est-ce qu'on a acheté la viande pour Pessah? Est-ce que tu as de la viande pour Pessah? À propos d'une viande de poulet, bien qu'il n'y ait pas de sacrifice pascal de poulet, et même c'est bien de l'armir pour la viande de poisson. Même pour le poisson, c'est bien de l'armir. D'accord? On ne veut pas qu'il y ait... C'est la halakha dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire attention à cela. Si on nous pose la question, on n'a rien acheté. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, on achète la viande pour Yom Tov, pour la fête. T'achètes la viande pour la fête? Ça va. Est-ce que vous avez pas prêt la viande pour ce soir? Vous avez déjà rôti la viande pour la kehara du Pessah? Vous avez pour le plat du Pessah? Est-ce que vous avez déjà... Non, plat du Pessah, je me demande si ça va. Parce que tu te rappelles mon Pessah, d'accord? Est-ce que vous avez déjà préparé le zroa pour le plat de ce soir? Le plat de la fête? Là, ça va. Pessah, c'est synonyme. La fête et c'est homonyme, d'accord? C'est à la fois la fête et à la fois le sacrifice pascal. Donc il y a ici possibilité de confusion, d'où interdiction d'utiliser ce terme pour la viande. Oui. Plutôt le zécher de Pessah. Oui, en souvenir. Acheter la viande pour le souvenir du Pessah. Ça va aussi. Le plus simple, c'est pour la fête. On prépare le siège, parce qu'on verra que le soir de Pessah, la matzah, les verres de vin, on doit les manger couchés sur le côté. On verra que ce n'est pas simplement qu'on se penche comme ça ne vaut rien du tout. Donc il faut, si possible, chez nous à la maison, on met des lits, d'accord, des lits avec des coussins. Tout ça se prépare à l'avance. Donc on prépare tout cela durant l'après-midi. Et il y a des choses à lire, si possible, que je recommande beaucoup de lire. Elles se trouvent dans la Gada du Ben Ishraï, dans d'autres Agadotes aussi. Il y a d'abord, dans presque toute la Gadot, il y a la lecture du Korban Pessah. Le Korban, le sacrifice pascal, était sacrifié, était égorgé la veille de Pessah l'après-midi, et on le cuisait, on le rôtissait le soir, et on le mangeait. Aujourd'hui, à cause de nos nombreux péchés, le temple est détruit, on en existe depuis bientôt 2000 ans, dans Hachem, bientôt ça s'arrêtera, alors on n'a pas ce sacrifice. Néanmoins, il y a un verset qui dit « Oneshalma farim saten » nous payerons des bœufs, des vaches, avec nos lèvres. Par tes lèvres, tu payes, tu fais comme si tu amènes un sacrifice. Donc il est très important et conseillé de lire, c'est marqué dans les Sidurim de la Gada de Pessah, dans le livre de la Gada de Pessah, c'est marqué avant, il y a Seder Korban Pessah. Tu lis les versets dans la Torah qui parlent de l'obligation, qu'est-ce que c'est que le sacrifice pascal. De même après, il y a les Mishnayot qui racontent comment est-ce qu'on sacrifiait
Le sacrifice pascal, c'est un chapitre dans Meseret Psachim, dans le traité Psachim, qui raconte comment est-ce qu'on sacrifiait le korban pascal, le sacrifice pascal, cet après-midi du Pessah. On lit cela, en souvenir, après il y a aussi une petite prière à Dieu, que justement ils reçoivent nos lèvres, comme si on avait nous-mêmes sacrifié ce korban. Ensuite, dans certaines agadas, dont celle du Ben Ishraï, comme j'ai cité, et d'autres aussi, est cité là-bas, il y a une sgoula, il y a une combine, il y a un truc bien à faire, c'est bien de faire toute l'année, mais spécialement la veille de Pessah, un secret dévoilé il y a 200-300 ans par un très très grand kabbaliste, Rabbi Shimshon Mistropolai, sur une explication de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, c'est le grand kabbaliste qui vivait il y a 500 ans, qui a fait une explication sur un commentaire sur la Gala de Pessah. Ce commentaire, il est complètement opaque, incompréhensible. Alors, il amène le commentaire du Rabbeinu Hari et il dévoile comment en rêve, il a compris l'explication de ce commentaire et il dévoile l'explication de ce commentaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je recommande que c'est vraiment passionnant celui qui comprend. Il faut dire comprendre, c'est pas compliqué non plus. Il faut lire le commentaire de Hari. Après l'explication de Rabbi Shimshon Mistropolai, le secret, il dévoile le secret, et c'est marqué que tout celui qui lit cela la veille de Pessah, aucune chose mauvaise ne peut lui arriver durant toute l'année. C'est une combine. D'accord, c'est pas promis à 100%, mais ça sert. Troisième chose extrêmement conseillée qui se trouve aussi dans certaines agadotes, c'est très bien aussi de lire dans la Torah les 42 Masaot, c'est-à-dire 42 campements qu'ont fait Bnei Israël dans le désert. Bnei Israël, pendant 40 ans, étaient dans le désert. Durant 40 ans, ils ont pérégriné d'un endroit à l'autre. Ils sont allés dans 42 endroits. Alors, on est dans la Torah, les endroits où ils ont été. C'est marqué dans la Gala de Pessah, c'est marqué avant. Ça correspond aux 42 lettres du nom de Dieu, du nom ineffable de Dieu. Et après, on lit un passage de texte kabbalistique, je crois que c'est du Zohar, qui font un commentaire là-dessus. Quand ils sont arrivés à cet endroit-là, ils pouvaient aller là, ils pouvaient aller là, ils pouvaient aller là. Et Moshe Rabbeinu leur dit, tu vas aller là, ils vont au deuxième endroit. Au deuxième endroit, ils peuvent aller à plusieurs endroits, là, là, là et là. Et ils sont allés ici, etc. Et ça correspond en fait à des choses extrêmement hautes au niveau kabbalistique. Et ça peut nous amener déjà beaucoup de kedusha, beaucoup de sainteté en veille de ce grand jour. En cela, je finis la veille de Pessah. On passe rapidement à la matzah. La veille de Pessah, on doit avoir déjà acheté nos matzot. Quelle matzah il faut acheter? Quelle matzah il faut pour le soir du Seder? Et quelle matzah il faut pour toute la fête? Alors, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut absolument que cette matzah, il y a un verset dans la Torah, où shmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. On doit faire maintenant la matzah, les shem mitzvah. On doit faire la matzah. Il y a deux explications de ce mot, l'ishmor. L'ishmor, garder qu'il n'y ait pas de contact avec l'eau. Comme ça explique le Rif et le Rambam. D'autres décisionnaires disent, c'est quoi l'ishmor? Que tu dois faire maintenant la matzah, le shem mitzvah. Tu fais la matzah au nom de la mitzvah de matzah. Tu dois faire, c'est comme, quand quelqu'un écrit un Sefer Torah, il doit dire, j'écris maintenant pour la kedusha du Sefer Torah. S'il n'a pas dit ça, même il a écrit Sefer Torah parfait, il y a une lettre qui n'a pas été écrite comme ça, Sefer Torah, on le met à la Gnisa. Il y a eu un cas, j'ai entendu il y a 2-3 semaines, Sharav Ovadia Yosef. Il y avait un Sefer Torah écrit par un sofer très très grand. Et le fils de Yosef, il lit, tout coup il voit, il y a une erreur. Il y a une erreur, ça arrive. Ok, erreur. Le fils du sofer qui était décédé, il est venu durant une semaine, il a réparé l'erreur. Mais ce n'est pas un grand sofer, c'est le fils. Le lendemain, le Shabbat d'après, on ressort Sefer Torah. Alors Ovadia Yosef demande, mais il n'était pas sous ce Sefer Torah, il n'est pas bon. Le fils dit, non, j'ai réparé. On va dire, est-ce que avant de réparer, tu as dit l'Echem Kedushat Sefer Torah, je l'écris pour la sainteté du Sefer Torah? Il dit, c'est pas valable, il faut réparer maintenant. Où est la lettre? Où est la lettre? Où est la lettre? On s'en rappelle pas. On mourit le tout. Il ne s'en rappelle pas. Le fils de Yosef qui a trouvé l'erreur ne s'en rappelle pas. Tu prends tout Sefer Torah, tu le mets qui vaut une fortune. À la Gnisa, on l'enterre. Néanmoins, il se rappelait, c'était dans quel paracha? C'est la sidra de la semaine. Donc ils ont pris toute la paracha, ils ont enlevé, ils ont mis une autre à la place. Ici aussi, pour le soir de Pessah, il est absolument nécessaire, sinon on n'est pas rendu quitte de la mitzvah de la Torah, de manger la matzah. On a une grande mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah. C'est la seule fois de l'année, avec le soir de Sukkot, on a une mitzvah qui se fait avec la bouche. Une mitzvah énorme, ce qui nous reste du temple. C'est pas qu'il y avait beaucoup de sacrifices, on mangeait la mitzvah de manger. Il n'y a plus de mitzvah pareil, de manger. Manger de la Torah,
Cette mitzvah, c'est la mitzvah de manger la matzah. C'est une mitzvah énorme, le Zohar en parle, c'est extraordinaire ce qui passe à ce moment-là. Si tu n'as pas une matzah qui est faite avec de la farine, qui a été gardée, ça veut dire l'échem mitzvah, pour la mitzvah de matzah, ça ne vaut rien. Alors depuis quand il faut que ça soit fait, l'échem mitzvah? A priori, si on peut avoir depuis la moisson, c'est le mieux. Sinon, au moins depuis la lisha. La lisha, c'est pétrir. Il y en a qui disent, pétrir ça va, mais avant, qu'est-ce qu'on a? On a la mouture. Il y a quelques avis qui disent, non, il faut une mitzvah, une matzah qui a été gardée aussi depuis la mouture. C'est pour cela que, on en parlera la prochaine fois parce que je vois qu'on nous fait des signes déjà, que si possible, on va acheter des matzot dont la mouture sera faite à la main. On verra la prochaine fois, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, que tout ce qui est fait électriquement, il y a un grand problème. Parce que électrique, on ne peut pas dire maintenant l'échem mitzvah, j'appuie sur le bouton, et ça se fait maintenant tout seul. Mais on reprendra tout cela bien comme il faut la prochaine fois. Baruch Adonai,